Édition spéciale, demande édition spéciale. Allez, bienvenue sur Enfin Bon pour une édition très spéciale pour le Grand Prix de Belgique puisqu'on était sur place et on va aborder du coup sous un angle un peu différent ce podcast puisqu'on va parler d'abord dans un premier temps de l'organisation. On va mettre en avant les bons côtés et les moins bons côtés d'être sur le circuit de Spa-Francorchamps. On va voir à quel point le circuit est comme en grande difficulté en termes organisationnels. On va ensuite revenir sur la course sprint, le débrief et l'analyse avec une confirmation du statut de rookie en puissance de Oscar Piastri qui a fait une belle performance et puis encore un Pérez au fond du gouffre en très très grande difficulté sur la course sprint. Et puis on va enfin basculer sur cette course du dimanche avec un Verstappen totalement écrasant qui atomise la concurrence. Red Bull finit donc cette première partie de saison en ayant remporté la totalité des Grands Prix. C'est monstrueux, mais surtout le gouffre entre Verstappen et Pérez est énorme. On en parle, on en discute, on analyse. C'est enfin bon, bien sûr. Donc on attaque tout de suite avec cette édition très spéciale donc avec le circuit de Spa-Francorchamps. D'abord la mise en contexte. Le circuit de Spa-Francorchamps, il est au calendrier depuis 1950, donc c'est assez incroyable. Alors il y a eu des périodes où il n'a pas été au calendrier pour X raisons. On ne va pas forcément rentrer dans les détails. Mais la Formule 1 existe depuis 1946, elle a été créée en 1946, mais les championnats du monde de F1 existent depuis 1950. Donc on est sur un circuit mythique de la F1. Et puis il est mythique aussi par sa configuration. C'est un circuit qui fait 7 km de long dans le cœur des Ardennes. Et lorsqu'on rentre donc pour se diriger vers le circuit, on y est allé en voiture. On rentre déjà donc dans la forêt des Ardennes, c'est magnifique. Il y a des collines, c'est verduré. Voilà, il y a des petites vaches, des petites chèvres. On sent déjà notre côté écolo qui est là parce comme on va cramer du CO2 après, c'est quand même important d'avoir une petite touche d'environnement, quoi. Donc on descend vers le circuit, on est garé sur donc des différents parkings, donc il y a plusieurs entrées avec des gros parkings sur des champs, donc ils sont organisés avec une personne qui place en fait la voiture par rangée. Il y a quand même 450 000 personnes sur le circuit, donc c'est énorme, donc en termes d'organisation il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Une fois qu'on entre sur le circuit, on se dirige vers l'entrée. Il y a plusieurs points d'entrée. Et lorsqu'on rentre par, je dirais, l'entrée principale... Alors déjà, il y a deux choix. Je dirais, à droite, il y a les riches. La section Gold. Et à gauche, il y a ce que je dirais les pauvres. Silver, Bronze et Général Admission. Bon, pour des raisons, évidemment... Pour réaliser ce podcast, j'ai voulu m'approcher plus proche du peuple. Ça n'a rien à voir évidemment avec le prix du billet exorbitant des gradins qui se trouvent en gold. Non, on est plutôt allé dans le Général Admission et autres. Alors les gold généralement, et là sur ce circuit, c'est tous ceux qui se trouvent sur le paddock, autour du paddock, voilà, ceux qui ont les meilleures vues. Quoique, honnêtement, l'un des golds les plus impressionnants, c'est celui qui se trouve au-dessus du Raidillon, puisqu'il y a un gradin qui se trouve à la montée du virage du Raidillon qui se fait à fond, qui est le virage mythique du coup de Spa-Francorchamps. Et ce gradin-là, ouais, ça doit être incroyable d'être là-dessous, surtout qu'on est protégé de la pluie, donc c'est quand même bien pratique. Donc on se rend sur le circuit et là on se rend compte qu'il y a énormément de monde, c'est un véritable festival, il y a une quantité de personnes hallucinantes, donc on a dit 450 000 personnes environ, c'est colossal. Il y a donc... des concerts, il y a des boutiques, il y a des food trucks, il y a quelques attractions autour de la course automobile. On peut notamment faire de la simulation, du sim racing. Il y a aussi des ateliers pour changer des roues. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très amusantes, qui tournent autour du sport automobile en général. C'est très sympa. Et puis lorsqu'on rentre, on a la vue sur le Raidillon, sur ce virage mythique. Donc le Raidillon, c'est un virage en fait, c'est un des premiers virages qui plonge complètement en fait sur plusieurs mètres et puis qui remonte en frôlant la forêt des Ardennes. Et ça, c'est assez incroyable. Cette vue-là, déjà, elle plonge dans l'ambiance du circuit. Et puis très rapidement, il y a différentes épreuves qui vont s'enchaîner.
Alors sur un week-end de course complet comme à Spa, on a eu le droit à la Porsche Cup, à la F3, à la F2, puis à la F1. Le week-end est bien construit puisqu'en fait on cherche à vous faire monter un peu dans les tours, vous voyez. Donc on fait passer d'abord les enfants, quoi, les Porsche, les F3, les F2, voilà. Et ensuite on passe à la catégorie reine, à la F1. Et lorsqu'on est en bord de piste, il y a autant la Porsche Cup, la F3, la F2 en termes de vitesse, c'est assez similaire, c'est pas très très éloigné. Même si le design des F2 est très ressemblant à ceux des F3, hein, à ceux des F1, je veux dire, autant la F3 a un design assez particulier, la F2 c'est très ressemblant à des F1, sauf que ça va pas du tout à la même vitesse. Faut savoir qu'une F1 ça va à peu près 20 à 30 secondes plus vite au tour sur un Grand Prix de Spa-Francorchamps qu'une F2, donc c'est énorme. Et on le voit en bord de piste, hein, c'est colossal la différence, et donc comme c'est bien construit et qu'on commence par les séries les plus faibles avant, lorsque la F1 passe, on est impressionné en fait par la vitesse de ces voitures. Alors il y a un paramètre important quand même sur ce circuit. On est en Belgique. En Belgique, il pleut. Apparemment, il pleuvait aussi beaucoup en France, mais là quand même, on est en juillet. Il a fait 16 degrés. Aïe aïe aïe, on se caille les miches. On a quand même mis ce circuit en plein milieu des vacances d'été et on arrive quand même à se taper un 16 degrés et de la pluie. C'est assez incroyable. Donc une pluie qui est venue un peu chambouler ce week-end. Et alors autant à la télé c'est très marrant quand il pleut, puis il fait un peu de soleil et les conditions sont changeantes. Autant sur place ça l'est beaucoup moins forcément parce que quand il pleut des trombes on est obligé de s'abriter. Et en plus quand on est en générale admission on n'est pas couvert. L'herbe se transforme rapidement en gadou. Donc c'est moins foufou on va dire. Donc c'est vrai que le vendredi et le samedi qui a été relativement pluvieux a pas été forcément 100% agréable sur ce plan-là. Mais en même temps ça a permis de proposer une course sprint intéressante puisque les conditions étaient assez changeantes. Et là on va aborder les choses qui fâchent, celles qui font que le Grand Prix de Spa-Francorchamps a vraiment l'air d'être un Grand Prix complètement arriéré en termes d'organisation par rapport aux autres. Alors le premier point, c'est que lorsqu'on se place en fait à différents endroits du circuit, il n'y a pas d'écran. C'est la course pour trouver en fait un écran géant. Alors ce qui se passe, c'est que normalement on est positionné sur un endroit du circuit, sur des virages principalement ou autres, et lorsque les pilotes passent, en fait, le but c'est évidemment de voir les pilotes en bord de piste se passer, et on suit en même temps sur un écran géant la course. Là, il n'y a pas d'écran. C'est la course pour trouver des écrans sur les 7 km de Spa. Et en plus, la plupart des écrans sont tout petits, mais ils sont minuscules. Donc on a fait, il y a 2 ans, le Grand Prix d'Autriche. L'organisation n'a rien à voir. Les écrans sont énormes. Là, c'est assez aberrant. Ce qui est aberrant aussi, c'est la capacité en fait de Spa-Francorchamps qui est complètement dépassée. Littéralement, en fait, ils sont en surréservation, hein. Il y a beaucoup trop de monde sur le circuit par rapport à ce que ça peut encaisser. Et c'est extrêmement pénible, en fait, parce qu'on se retrouve tout le temps derrière une bonne partie des gens à essayer de trouver un angle pour regarder. Et puis, on sait comment ça se passe. Plus il y a de monde, plus les gens sont un peu moins tolérants, forcément, puisqu'ils sont venus et ils ont payé tous le même montant. Donc déjà, ça c'est extrêmement mal géré. Et pareil, le comparatif avec le Red Bull Ring, où la capacité avait été largement respectée. Là, ils sont complètement en surréservation et c'est voyant, c'est très voyant. Au-delà de ça, là, on va aborder un problème qui est carrément structurel au circuit. Le Grand Prix de Spa-Francorchamps, on le sait, le circuit, en fait, c'est un circuit extrêmement dangereux. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a le raidillon, voilà, c'est le virage mythique du circuit qui est magnifique, hein, mais qui est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que on se retrouve avec 3 morts en 5 ans sur ce virage. Récemment, donc il y a 3-4 semaines, un jeune néerlandais, malheureusement de 17 ans, pilote, est mort dans une catégorie inférieure, pareil au raidillon, toujours le même problème. Et en fait, le fait que le raidillon soit aussi dangereux, et qu'il y ait eu autant malheureusement de pilotes qui soient décédés ces dernières années, rend la direction de course frileuse à un point mais que vous n'avez jamais vu. Malheureusement, donc il a un peu plu ce week-end, donc évidemment il y a des projections d'eau, ce qui reste quand même assez dangereux pour les pilotes.
Mais du coup, la direction de course, à chaque fois, a pris en fait des plombes dès qu'il a plu pour relancer les courses. On a même terminé sous safety car, je crois que c'était en F3, alors que c'était absolument pas nécessaire. La piste était quasi sèche. En fait, voilà, on en est arrivé à un point en fait où clairement le circuit de Spa est considéré comme tellement dangereux qu'on ne prend plus aucun risque. Aucun, et donc en fait le sens même des pneus pluie n'a aucun sens sur ce circuit, parce qu'en fait quand tu auras des conditions pluvieuses et que les pilotes vont chausser des pneus pluie, bah en fait la direction de course ne prendra jamais le risque de faire une vraie course. Voilà, elle le fera derrière une voiture de sécurité ou autre, et donc il va attendre que la piste sèche, et quand la piste sera sèche, bah ils vont passer en pneus intermédiaires. Donc c'est en fait c'est assez incohérent, quoi. On peut pas avoir, par exemple, de course aujourd'hui à Spa-Francorchamps, et ça se voit sur des conditions un peu pluvieuses. Et voilà. Et donc ça, malheureusement, hein, c'est pas une problématique qui va être réglée comme ça, parce qu'on peut pas changer le raidillon du jour au matin. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose qui vient un peu gâcher, je trouve, le spectacle en général, le principe même de la F1, puisqu'on s'accommode en fait autour des conditions de piste, parce qu'on peut pas faire autrement. Et puis alors il y a le clou du spectacle, hein, puisque on est quand même reparti du parking assez tard le vendredi, et comme il a beaucoup plu, devinez quoi? Eh bien écoute, toutes les voitures étaient parties en fait sur la montée et avaient littéralement en fait creusé des trous de boue dans lesquels les voitures étaient en train de s'embourber, et on a dû pousser je ne sais combien de voitures sur le parking pour les faire sortir. Et là, ce qui est assez affligeant, c'est que il y avait aucune organisation, c'est-à-dire que personne n'était sur place pour aider les voitures à sortir à part nous, donc pour pousser les voitures. Aucune des personnes qui est venue placer notre voiture au démarrage n'est venue nous aider. La pluie, elle était quand même assez anticipée sur la journée. Pourquoi ils n'ont pas mis sur la sortie, je sais pas, par exemple des plaques de fer pour éviter que les voitures elles soient embourbées ou autre. Il y avait zéro organisation, c'était vraiment démerde-toi à la fin et essaye de sortir. Voilà, c'est des familles entières qui étaient coincées en fait avec leurs enfants sur le parking, puisque vous ne pouvez pas sortir en fait, c'est en pente, et ils étaient embourbés. Donc c'est assez incroyable, laissés à l'abandon et personne ne s'en préoccupait. Voilà, on fera l'impasse sur les kilomètres de bouchons de sortie sur cette partie-là. Même si incroyablement, mais le dimanche a été vraiment une catastrophe aussi organisationnelle en termes de sortie de voiture. On est resté arrêté pendant près de 1h30 voire 2 heures sur le parking. Puis lorsqu'on a démarré, en fait, on a été au ralenti, on a pu sortir petit à petit du circuit sur une et unique route. Toutes les routes annexes étaient fermées, donc cette route nous a emmenés à l'autoroute. Alors déjà incohérent, si on ne voulait pas passer par cette autoroute-là, puisqu'elle ne mène pas à un chemin qu'on veut, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Donc en fait, si on vous prend un chemin qui vous éloigne de chez vous, vous êtes obligé. Et après ça, voilà, il y a eu un carton sur l'autoroute et autres. Déjà que tout était fermé, ils avaient fermé les 2-3 premières sorties, donc forcément ça vous amène tellement loin déjà, et la route était bouchée, voilà. Donc on a mis près de 3h30 pour faire un chemin qu'on fait en 40 minutes. C'est incohérent, assez déplorable sur l'organisation de sortie. Voilà, aujourd'hui, entre ça et puis la Corée des pom-pom girls années 90 lors du lancement de course le dimanche, vraiment là, on a l'impression d'être en fait dans les années 90 en Belgique sur le circuit. Ils sont loin. Voilà, aujourd'hui le circuit reste mythique, mais pour moi l'organisation elle est déplorable. Et c'est assez normal que la FIA mette un énorme coup de pression pour que Spa-Francorchamps se bouge les fesses ou bien sorte du calendrier, parce que là franchement c'est déplorable. Bon, au niveau de la course sprint, là on a eu une course sprint réussie, et il faut savoir le dire, hein, même si vous savez que je suis complètement contre ce format, et d'ailleurs j'ai pas changé d'avis. On a eu encore une très belle course sprint. Après c'était sur des conditions changeantes encore une fois, donc là on n'a toujours pas de courses sprint qui se déroulent sur le sec et qui ont un intérêt particulier. Voilà, quand les conditions sont un peu changeantes, c'est-à-dire qu'on est sur du sec qui passe sur du mouillé ou du mouillé qui passe sur du sec, là on a une course intéressante. Mais ce format il est toujours aussi lisible, et le pire c'est qu'il est même pas illisible que pour nous spectateurs,
il l'est aussi pour les pilotes. Alors je vais prendre deux exemples particuliers. C'est Charles Leclerc donc, qui fait la pole. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la qualification et la course de ce format sprint ont lieu le samedi. Et donc le vendredi en fin d'après-midi, on a la qualification pour la course de dimanche, la grande course. Et donc lorsqu'a lieu en fait la qualification du vendredi, Charles Leclerc se qualifie deuxième et Verstappen premier, sauf que Verstappen a une pénalité de 5 places. Écoutez, la question de Leclerc à son ingénieur, c'est Verstappen prend 5 places, c'est pour la course sprint ou pour la course de dimanche. Donc lui-même ne sait pas. Ça veut dire à quel point que le pilote n'a même pas compris comment ça fonctionnait, que c'était deux formats séparés et que ça n'avait rien à voir, et que là il était en qualif pour la course du dimanche. Voilà. Et même nous on ne sait pas, on a toujours un doute. Donc voilà. Donc déjà c'est même pas très clair pour les pilotes. Et puis il y a un deuxième aspect voilà, qui est vraiment pénible, c'est que bon là il a plu, donc ça a été encore plus compliqué en fait de lire, en fait, d'avoir de la lisibilité sur les performances de chacune des voitures, puisque le vendredi il a beaucoup plu. Et Logan Sargent, le cador, est venu nous gratifier d'une belle pirouette pour aller taper en fait le mur devant nous. En plus, il était pile devant nous, lui. Il est venu arrêter sa voiture pile devant nous. Donc, il a tapé en essai libre 1. Bon, c'était très sympa. Bon, ça permet de gonfler quand même un petit peu son palmarès à l'américain qui est en train de faire une très très belle première partie de saison, le rookie. Voilà, de toute façon, il a tout l'été pour créer un compte chez Pôle emploi et commencer à regarder un petit peu 2-3 annonces, quoi. Dans la foulée de Nick De Vries. Et voilà. Donc, bon. On l'a vu sur donc un deuxième aspect qui est chez Mercedes par exemple. Et donc on a Russell d'un côté qui est parti sur une configuration de réglage avec un fort appui, et à l'inverse Hamilton qui est parti sur peu d'appui. Et en fait on s'est rendu compte que Russell il avait une très belle vitesse dans le deuxième secteur, là où il fallait un appui très fort, et Hamilton du coup profitait du premier et du troisième secteur pour gagner du temps. Et finalement, la conclusion de ça, c'était qu'en fait, le meilleur choix, c'était probablement celui d'Hamilton, puisque comme sur les deux secteurs, il gagnait plus de temps en fait que Russell. Mais on se rend compte qu'en fait, si les F1 ont appliqué ces réglages, ils n'ont pas le temps de le corriger, en fait. Puisque comme il y a la course sprint qui est lancée dans la foulée, ils vont en qualification avec ces réglages-là. Et comme il n'y a pas d'autres séances d'essai pour faire des tests et réajuster, en fait, ils sont partis sur le premier réglage qu'ils ont testé et ça nous donne la course qui suit. Et ça plombe finalement, quand on voit Russell sur ce week-end qui n'a pas été vraiment en grande forme, ça plombe en fait des week-ends complets d'un pilote. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'encore une fois, le rôle prépondérant des essais libres, il ne faut pas le diminuer. Ça a un impact hyper important. Bon, sur la course, on a quand même un élément qui s'est mis quand même en avant, c'est Oscar Piastri de McLaren qui était vraiment en grande forme ce week-end. Alors on va mettre à part la course du dimanche et on y reviendra, mais la course sprint de samedi où il vient décrocher du coup cette deuxième place sur la grille, sur la qualification juste derrière Verstappen pour la course sprint, et il va concrétiser cette deuxième place superbe, avec un beau rythme. Là vraiment le rookie qui s'affirme de plus en plus comme la star en fait de ce début de saison. J'ai envie de dire chez Alpine, c'est dommage hein, les mecs, vous avez loupé le coche. Et bon McLaren se frotte les mains parce que là avec un duo Norris-Piastri ils sont très 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 bien. Ils sont avec deux beaux pilotes et franchement ils peuvent être très contents de ça. Et c'est aussi ce qui va permettre à mon avis à McLaren de représenter un réel danger sur ses concurrents, hein. D'avoir deux top pilotes comme ça, c'est assez super. Donc sur la course, on a eu beaucoup de changements de conditions. La principale, c'est qu'en fait, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, mais comme ils attendent un petit peu que les conditions soient bonnes pour lancer la course, voilà, ils la retardent un petit peu, etc. La course s'est lancée sur des pneus pluie pour tout le monde, mais en fait très rapidement, pendant le tour de formation, beaucoup de pilotes se sont rendus compte qu'en fait les conditions étaient adéquates pour des pneus intermédiaires, et ils sont tous rentrés en intermédiaire, sauf quelques-uns. Donc ceux qui ont fait le choix de rentrer en intermédiaire direct sont ressortis et ont pu réaliser un tour en intermédiaire qui va leur permettre de sortir devant, et c'est ce qui va permettre à Oscar Piastri de ressortir devant Verstappen. L'espace d'un instant, le rookie aura mené une course. Bon, évidemment, Verstappen va reprendre son dû parce qu'il ne faut pas déconner, quoi. Mais voilà. Et d'ailleurs, dans
dans ce format-là, Verstappen était devant Pérez, donc Verstappen aurait pu rentrer au stand à la place de Pérez, mais on va y revenir, hein, mais je sens que Red Bull est en train d'essayer de gonfler le moral de Pérez et essaye de privilégier Pérez, notamment sur la course au sprint. Là, ils l'ont fait rentrer en premier. On sait qu'en Formule 1, en fait, quand on a pilote 1 et 2, on fait toujours rentrer celui qui est devant l'autre, parce que c'est comme ça, voilà, on privilégie toujours celui qui est devant l'autre dans la stratégie. Ils peuvent pas faire rentrer les deux pour mettre des intermédiaires parce qu'ils vont être bloqués au stand. Et donc, ils ont choisi de faire rentrer le deuxième, Pérez. C'est simple, hein, ils savent que Verstappen a tellement de rythme que de toute façon, qu'importe où il ressorte, il allait remonter et il allait finir premier. C'est drôle, mais bon, voilà, c'est pas ce qui va sauver malheureusement la course de Pérez. Pérez qui est en énorme difficulté sur cette course sprint. Voilà, au bout d'un moment, il a plus de pneus, alors que bon, on n'est même pas au 10e tour. Il va se faire déposer par Lewis Hamilton qui va le dépasser. Mais Lewis, du coup, va au moment de le dépasser avoir un léger contact avec Sergio Pérez. Bon bah voilà, en même temps on est sur des conditions pluvieuses. C'est vrai que c'est facile de perdre un petit peu la stabilité de la voiture. Il va y avoir un léger contact qui va malheureusement endommager quand même la voiture de Pérez. Après, donc il y a une pénalité qui va être donnée à Lewis. Bon voilà, les commissaires ont envie encore de se montrer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, le but c'est juste de montrer que les commissaires sont là, puisqu'ils n'avaient rien à faire, probablement pas grand-chose à sanctionner sur ce week-end et ils s'embêtaient. Donc voilà, une pénalité complètement stupide qui a été infligée à Lewis Hamilton, qui a absolument rien fait, mais donc qui aura 5 secondes de pénalité, ce qui va le pénaliser et donc le mettre derrière les Ferrari à l'arrivée de la course sprint. Voilà, bon, inintéressant comme d'hab. Je comprends même plus les décisions de ces commissaires quand ils font ce genre de choses. C'est vraiment complètement stupide. Quant à l'élément phare autre qui s'est mis en avant sur sa course sprint, c'est Pierre. Oh Pierre, tu nous as vendu du rêve, on était là pour toi, t'es magnifique. Gasly qui a offert une superbe course, voilà, cette rentrée en intermédiaire au premier tour lui a permis de ressortir troisième. Et une fois qu'il a été troisième, voilà, il a bien résisté en fait aux voitures qui se trouvaient derrière. Et il a pu offrir un petit podium pour Alpine, enfin un mini podium puisque c'est une course sprint donc il n'y a pas de podium. Voilà, il a une médaille, c'est déjà ça, hein, j'ai envie de te dire, Pierre, t'as eu une médaille. Mais voilà, la joie quand même du français qui lui aussi montre un peu en puissance et qui forme quand même un duo intéressant chez Alpine avec Ocon. Ils sont plutôt bien. Après, voilà, ça a permis un peu à Alpine de remonter la pente, marquer quelques points, même si de toute façon, là, l'écart avec McLaren est énorme et le niveau aussi, de toute façon. Alors c'est vrai que pour la course, Ferrari était quand même assez à la fête, parce qu'on a eu une belle pole position de Charles Leclerc. Alors une pole position parce que quand même Max Verstappen a pris 5 places de pénalité, hein. Parce que Max Verstappen en fait sur le circuit c'est très drôle, hein, vous allez voir, il y a Charles Leclerc qui passe et donc qui décroche la pole position, voilà, et puis 20 secondes plus tard il y a Verstappen qui passe. Alors tout le monde est levé, tout le monde crie Charles Leclerc, et puis il y a Verstappen qui passe et qui lui colle 8 dixièmes, c'est colossal. Du coup il y a tout le monde qui se tait d'un coup. Puis il y a une sorte de rire un peu nerveux parce qu'on se dit oh là là, en fait il atomise le plateau littéralement, le néerlandais sur une autre planète avec sa Red Bull. Voilà, et puis au passage il colle une seconde aussi à Pérez qui mentalement quand même est très très dur puisqu'ils sont quand même sur le même matériel. Et c'est vrai que de toute façon, même en bord de piste, en fait, ça se voit. Il y a un différentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en bord de piste, on était sur un des virages portion rapide du milieu de circuit. Virage à moyenne haute vitesse. Et on le voit sur les passages, c'est très simple. Il y a Verstappen qui embarque une vitesse totalement impressionnante sur ce virage-là. Ensuite, je dirais qu'il y a les autres. Il y a Pérez, il y a les Ferrari, il y a les Mercedes, il y a les McLaren qui, elles, vont pouvoir prendre ce virage et emmener une certaine vitesse. Et c'est vrai que du bord de piste, on le voit, l'Aston Martin, elle est légèrement dévantée. Elle ne peut pas prendre ce virage en piquant en fait, directement dans ce virage. Elle est obligée un petit peu de mettre les pneus sur l'extérieur et de prendre le virage beaucoup plus large. Et en fait, elle perd du temps. C'est vrai qu'en bord de piste, on voit à quel point maintenant Aston Martin n'est plus en fait dans cette bataille de la seconde place avec Ferrari, avec Mercedes, avec McLaren et avec Pérez.
parce qu'en fait, elle est plus à ce niveau, quoi. Et voilà, donc de toute façon, sur ce week-end, il y a un sentiment de domination absolue de Max Verstappen. On sent vraiment qu'il est sur une autre planète. En fait, qualifié 6e, il n'y avait aucun moment où on a cru qu'il n'allait pas terminer premier de la course. C'est dire quoi le niveau du Néerlandais cette année. Et on n'aura pas eu la joie de voir se rééditer l'exploit d'Oscar Piastri du samedi, parce que Oscar Piastri était bien placé sur la grille. Malheureusement, il va être un petit peu ambitieux quand même, hein, Oscar. Là, je suis désolé, mais tu t'es un peu senti pousser des ailes. Voilà, il a voulu faire l'intérieur à Sainz. Alors c'est vrai que Sainz s'est un peu décalé à gauche sur le premier virage. Donc au démarrage, il y a Piastri et Sainz qui vont légèrement se rentrer dedans. Malheureusement, ils vont s'endommager mutuellement. Et Oscar va essayer donc de se faufiler dans un trou de souris qui n'existe pas. Je pense que là, il pouvait voir qu'en fait ça passait pas et il aurait dû freiner. Bon, c'est une erreur de jeunesse, hein, mais là, le fougueux Oscar, hein, il s'est un peu trop lâché. Et voilà, dommage, il a sabordé un petit peu ce dimanche de course où il a pu marquer des points très précieux pour McLaren quand même. Ça aurait été intéressant surtout de voir son rythme en course. Bon, on le verra pas. Après, au-delà du départ, donc à la fin du Raid-Dijon, Pérez va venir effacer Leclerc pour reprendre la première place dès le premier tour, hein, dans le premier tour. C'est normal parce que c'est vrai que la pole à Spa, elle n'est pas essentielle, dans le sens où de toute façon, en fait, placé deuxième, on se cale derrière le premier dans le Raid-Dijon, on prend l'aspiration et souvent à la fin du Raid-Dijon, en fait, au bout, on le dépasse. Donc là, c'était le cas. Pérez, voilà, qui va finir, qui va être premier pendant quand même 16-17 tours, je crois. Mais en fait, on voit Max qui revient tel un féroce loup, et puis voilà, qui va venir le manger tout simplement au 17e tour. Et Max va terminer avec 22 secondes d'avance sur Pérez. Donc 22 sur Pérez, qui en a 10 sur Charles Leclerc. Un total donc de 32 secondes, sachant qu'il est parti 6e. Tout va bien. C'est derrière le sourire de Pérez en ayant eu cette seconde place à la fin et qui nous dit oui, je suis heureux d'avoir retrouvé des sensations, je suis content d'avoir validé cette deuxième place. C'est pas vrai, faut être réaliste. Là, c'est un Miami bis. Il vient de se faire atomisé par son coéquipier. Son coéquipier est parti 6e et il l'a doublé à la régulière facilement à la fin du Raid-Dijon en prenant la SPI et il lui a collé 22 secondes. Il y a 45 tours, il a doublé au 17e, donc il était pas loin de lui mettre une seconde par tour. Franchement, je sais pas comment Pérez, en fait, là, la vraie question sur cette seconde moitié, c'est est-ce que Pérez, en fait, va terminer de sombrer ou est-ce qu'il va finir par se reprendre? Ce qu'il sauve, hein, c'est l'ultra-domination de la Red Bull. Mais là, il a pris encore un coup de massue ce week-end. Avec un samedi raté et avec ce dimanche où il se prend une valise en termes de temps, c'est incroyable. Après, en général, il faut revenir quand même sur la prestation de Red Bull et de Verstappen qui sont sur tout simplement une autre galaxie. Verstappen, il semble tellement intouchable. Qui nous a gratifié d'une chose assez incroyable. Là, il joue, il a envie de jouer. Il est comme sur sa sim racing, là, il joue un petit peu avec la viande. Donc en fin de course, Max a donc plus de 20 secondes d'avance. Son ingénieur lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux ralentir un petit peu pour être sûr de rallier l'arrivée correctement. Donc voilà, tape pas trop dans les pneus parce que tu as déjà pas mal tapé dans les pneus. Et Verstappen lui dit, sinon on choisit une stratégie, moi je continue d'avancer et puis on fait un arrêt de stand supplémentaire, ça vous entraînera. Voilà, c'est dire l'humour du Néerlandais qui se permet absolument tout. Et en plus, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Franchement, c'est une machine de guerre. Donc voilà, très très drôle. Bon voilà, ce qui est intéressant, ça va être de voir un petit peu la réaction en deuxième partie de saison de Pérez. Ça va être lui qu'on va scruter parce que Ricardo il attend derrière ou un autre attend parce que ça va pas forcément être Ricardo. Je suis pas sûr qu'il surbrille non plus avec AlphaTauri, mais on va voir. Allez, un petit point quand même parce que j'ai failli l'oublier, Gasly quand même sur cette course du dimanche parce qu'on l'a vu, Gasly qui a quand même fait une superbe course du dimanche, ça s'est pas vu parce qu'il a fait un beau podium sur sa course sprint, mais le dimanche en fait il a fait une superbe course. Alors déjà au départ en fait il a été bloqué par Oscar Piastri qui s'était accroché avec Sainz et qui était au ralenti dans le Raid-Dijon, donc pour pas le percuter il est resté un peu derrière et puis il s'est fait doubler par
beaucoup de voitures. Il s'est retrouvé à la 17e place. Et là, en fait, il a fait une course solide, une belle remontée, avec une stratégie à un arrêt seulement, où il a fait bien attention à ses pneus, il avait un beau rythme. Et la stratégie aurait pu marcher, il aurait pu rentrer dans les points normalement assez facilement s'il n'avait pas bloqué sur Albon et la Williams qui ont une vitesse de pointe et on le voyait passer tous les tours et tous les tours on l'encourageait Gasly, on voyait qu'il essayait de chercher une solution pour dépasser la Williams parce que la Williams elle a une vitesse de pointe colossale et c'est extrêmement compliqué en fait de la dépasser en fin de ligne droite et donc il était bloqué derrière la Williams pendant un grand moment, très frustrant et sans ça je pense que Gasly terminait 8e, peut-être même 7e, il pouvait aller chercher je pense Lando Norris. Voilà, mais vraiment un beau week-end pour Pierre là à Spa. Et pour le petit mot de la fin, on va revenir sur l'épilogue donc de ce week-end de course sur circuit avec à la fin donc du Grand Prix l'ouverture en fait de la piste aux spectateurs. Donc là c'est très sympa, on peut descendre sur la piste tous ensemble, prendre des photos, là c'est très cool. Alors après il y a deux équipes, je dirais, il y a ceux des spectateurs normaux donc qui prennent des photos souvenirs pour se souvenir un peu de la piste et qui peuvent se balader sur la piste, voilà. Et puis il y a l'autre équipe qui est en train d'arracher des panneaux sur les côtés, des protections, voilà, pour essayer de les ramener chez eux. Alors bon, si tu as vraiment des problèmes et que tu veux finir tes fins de mois, il y a d'autres choix. Tu peux faire intermittent, tu peux aller travailler aux Galeries Lafayette le samedi. Voilà, il y a plein de trucs. T'es pas obligé d'arracher un panneau à Spa-Francorchamps. Surtout qu'en plus, il y a la sécurité, donc tu ressortiras jamais avec. Donc c'est vrai que c'est quand même, sur le principe, c'est assez con de faire ça. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Voilà, c'est très très drôle. Il y avait pas mal de gens qui faisaient ça. On n'a absolument pas compris pourquoi. Mais voilà, c'était drôle. Voilà, c'est la fin de cette édition très spéciale du Grand Prix de Spa-Francorchamps, donc en live, en direct du circuit. C'était un plaisir donc de faire un petit peu un format différent. On se retrouve donc, c'est la pause estivale, donc on se retrouve le 27 août maintenant pour le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Pour cette deuxième partie de saison trépidante auquel on va un peu scruter les différents pilotes et voir un petit peu quels sont les changements. Et puis deux choses à venir, donc un billet d'humeur pour le Grand Prix de Spa et je vais aussi faire un petit article sur un bilan de mi-saison. Ça je vais le faire plutôt en mode article plutôt que podcast. Bilan de mi-saison, pilote par pilote, écurie par écurie, on décrypte, on analyse, c'est sur Enfin Bon, bien sûr.